tombé sur une interview très intéressante d'un historien et militaire, je crois bien français. J'ai trouvé très intéressant et vraiment objectif par moment. Alors, j'ai pas vu la vidéo parce que je pense que c'est une interview qui a été passée par, je crois bien, écrite quelque chose comme ça. J'ai pas vu en vidéo. Alors, j'ai voulu vous la partager parce que c'est vraiment intéressant. J'ai vu sur le site de France 24. Donc, laissez-moi vous faire lecture de cela. Et puis, nous allons voir pas à pas, sincèrement, ce qui se trouve dedans. Moi, quand même, je l'ai trouvé très intéressant. Vous restez connectés, branchés. Je vais vous livrer ça tout à l'heure. C'est vraiment intéressant. Alors, ça parle de la contre-offensive, n'est-ce pas, ukrainienne. Hein, et ouvrez bien les oreilles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit? L'Ukraine prépare depuis plusieurs semaines une contre-offensive pour reprendre des territoires passés sous contrôle russe annoncés pour le printemps. Celle-ci s'appuiera sur les équipements militaires envoyés par les Occidentaux, mais il faudra que Kiev renouvelle ses attaques pour obtenir des résultats probants, estime l'historien et militaire Michel Goya. D'accord, Michel Goya. C'est un historien, mais aussi militaire. La contre-offensive ukrainienne est imminente. Si on ne sait ni où ni quand, celle-ci se produira. Kiev entend bientôt récupérer ses territoires passés sous contrôle russe, comme il l'a annoncé ces dernières semaines. L'armée ukrainienne avait déjà mené avec succès des attaques similaires en septembre 2022 dans les régions de Kharkiv et Kherson. Kiev a reçu plusieurs livraisons d'équipements militaires occidentaux ces derniers jours et n'hésite pas à en faire la publicité, comme avec ce tweet du ministre ukrainien de la Défense publié le 27 mars. Mais la fourniture de premiers blindés lourds par les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne ne suffira pas pour obtenir une victoire importante, affirme le spécialiste Michel Goya. Il dit ne suffira pas pour faire une victoire importante. En marche d'un colloque organisé jeudi 30 mars par la Fondation Jean Jaurès, l'historien et militaire ancien colonel de marine a répondu aux questions de France 24 sur la contre-offensive ukrainienne à venir. Écoutez bien. On lui pose la question de savoir en quoi va consister la contre-offensive ukrainienne qui est annoncée pour le printemps. Michel Goya répond en ces termes. Les Ukrainiens sont obligés de mener de grandes offensives. Ils ne peuvent pas se permettre de mener une guerre méthodique, une guerre de grignotage comme le font les Russes. Kiev doit remporter, n'est-ce pas, des grandes victoires et le plus vite possible, de façon à libérer le maximum de territoires occupés et en même temps faire le plus de mal possible à l'armée russe. Pour cela, l'armée ukrainienne doit percer la ligne de front, disloquer les dispositifs russes. Il lui faut des victoires comme celle de septembre dans la province de Kharkiv ou celle de Kherson. Maintenant, il s'agit pour les Ukrainiens d'aller jusqu'à Mariupol, dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud-est, et jusqu'à Starobilsk, dans la région de Louhansk, dans l'est, et de faire très mal à l'adversaire. Pour cela, il faut une grande concentration de moyens, de forces sur une zone précise, au moins une dizaine de brigades. Il y a un moment où ils seront arrêtés et il leur faudra alors encore renouveler leur attaque pour obtenir 3 à 4 victoires comme celle de septembre. Une seule offensive ne suffira pas pour atteindre l'objectif stratégique de libérer tous les territoires sous contrôle russe. Ça, c'était sa première réponse. On continue. Les livraisons d'équipements occidentaux seront-elles suffisantes pour que Kiev parvienne à atteindre les objectifs? Il répond en ces termes. Tout n'est pas une question de matériel. Les équipements fournis par les Occidentaux, les chars de bataille, les véhicules de combat et infanterie, l'artillerie mobile,
permettent à Kiev de constituer des unités de combat cohérentes, solides, qui serviront éventuellement de fer de lance pour l'offensive. Mais, avec ce qu'ont fourni les Ukrainiens, peuvent construire probablement 3 et 4 brigades, pas beaucoup plus. Cela ne suffira pas pour obtenir une victoire importante. Kiev ne s'en contente pas et reconstitue aussi par ailleurs d'autres forces. Pour qu'une offensive ait un effet, il pose les conditions. Il dit, pour qu'une offensive ait un effet, il faut au moins une dizaine de brigades, comme c'était à peu près le cas à Kharkiv et Kherson. La ligne de défense russe est peut-être plus solide maintenant qu'elle ne l'était en septembre, ce qui induit qu'il faudrait aux Ukrainiens encore plus de moyens. Outre la quantité de soldats, l'aspect qualitatif comme aussi pour mener des opérations offensives, c'est compliqué. Il faut coordonner plein de moyens, il faut plusieurs savoir-faire. Des états-majors, est-ce que les Ukrainiens ont la capacité pour atteindre ce niveau de compétences et de savoir-faire nécessaire? C'est une vraie question. C'est un militaire qui parle. On y va. On lui pose une autre question. En cas de succès, quelles conséquences peut avoir cette offensive sur la suite de la guerre? Écoutez sa réponse. En cas d'offensive ukrainienne, il y a 2 options possibles. Soit cela échoue, comme moi-même j'ai expliqué. Il dit soit cela échoue et on entre dans une situation où les Ukrainiens sont incapables de casser la ligne de front, ce qui conduit à une situation gelée sur le terrain. Soit Kiev réussit et cela provoque de l'instabilité dans la guerre. En cas de victoire dans la région de Zaporizhzhia ou celle de Louhansk, la Russie ne peut pas rester sans réaction. Il dit quoi? C'est un militaire qui parle. Il dit, la Russie ne peut pas rester sans réaction, d'autant qu'on va commencer à se rapprocher de zones politiques sensibles, les républiques séparatistes de Donbass et la Crimée. L'offensive ukrainienne ne peut que déclencher des réactions russes qui vont compenser les éventuelles victoires de Kiev sur le terrain. Ça, c'est très important. On continue. Cela passe notamment par de nouvelles mobilisations humaines. Un tournant qui a été annoncé fin septembre avec la mobilisation partielle. La boîte de Pandore est maintenant ouverte. On ne sait pas ce qui peut empêcher Moscou de mobiliser 300 000 hommes de plus, 600 000, voire 1 million si besoin. À partir du moment où ce cap a été franchi, il n'y a plus de limite, sauf matériel pour les équiper et les former, car on ne transforme pas en un claquement de doigts ces personnes en soldats compétents. C'est très intéressant ce qu'il dit. Nous poursuivons. Autre question. Pourquoi plusieurs offensives ukrainiennes sont nécessaires? Le militaire répond, l'historien répond, il dit quoi? Il dit, on peut avoir le scénario d'une percée ukrainienne dans la province de Zaporizhzhia qui conduirait à une débâcle russe et un effondrement un peu partout en Ukraine d'un seul coup. Cela deviendrait beaucoup plus facile militairement pour les Ukrainiens et la victoire deviendrait possible jusqu'aux républiques de Donbass et à la Crimée. Mais, il dit, mais ce scénario est selon moi peu probable. Ceux qui parlent de la percée, le militaire historien expérimenté dit, il dit, ce scénario est, pour moi, est peu probable. L'offensive ukrainienne va s'arrêter au bout d'un moment. On ne peut pas avancer sur la ligne de front pendant des centaines de kilomètres. Il faut des ravitaillements, de la logistique et des hommes en forme. Mais comme ils sont souvent fatigués par les combats, cela nécessite d'en avoir suffisamment pour pouvoir effectuer des relèves. En septembre, les Ukrainiens ont repris Kharkiv, mais les Russes ont été capables de les arrêter à Louhansk. Il dit quoi?
En septembre, les Ukrainiens ont repris Kharkiv, mais les Russes ont été capables de les arrêter à Louhansk. Qu'est-ce qu'il veut dire, le militaire? Il veut dire tout ce qu'on dit ici sur les plateaux de télévision, l'offensive russe, l'Ukraine va percer, l'offensive ukrainienne, l'Ukraine va percer par là, l'Ukraine va ceci. Il dit, mais cette phrase-là veut dire quoi? Il dit, mais tout cela, vous ignorez aussi la réaction de la Russie. Si l'Ukraine arrive à percer à gauche, mais n'oubliez pas que la Russie est capable de les arrêter ici. Et c'est ce qui a fait, ce qui a d'ailleurs été le cas, n'est-ce pas? Et depuis tout ce temps, c'est la Russie qui ne cesse d'avancer et l'Ukraine est incapable de l'arrêter. La preuve en est que la ville de Bakhmut est tombée sous contrôle russe. On continue sur l'interview du militaire historien Michel Goya. Il est probable que l'armée ukrainienne obtienne des succès, mais ils ne seront pas stratégiques au sens où elle regagnerait tout. Il lui faudra donc renouveler ses attaques. Mais les Russes ont encore des ressources, sans compter l'intimidation ou la possible escalade nucléaire. Il y a toujours le risque d'un chantage nucléaire, voire d'un passage à l'acte. Mais l'emploi de cette arme aurait un goût politique énorme pour Moscou. Ça, c'est une évidence. Vous avez écouté là l'interview du militaire historien Michel Goya. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses dedans. Je vais résumer en 2-3 phrases. Qu'est-ce que Michel Goya a dit? Étant militaire, il n'a rien à voir avec les propagandistes sur les plateaux de télévision. Il a parlé de stratégie militaire. Lui n'est pas rentré dans la politique. Il est entré tic au tac sur le terrain. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer éventuellement? L'interview a été sur des points stratégiques. Il a parlé de plan de guerre. Et sur ce plan de guerre, il a mesuré, n'est-ce pas? Il a mis toutes les probabilités sur la balance, n'est-ce pas? Il les a mesurées. Il a fait des études de faisabilité. Du côté ukrainien, tout comme du côté russe. Et moi, quand j'ai lu, j'étais vraiment épaté. Je dis non, ça, il faut que je partage cette émission avec mes abonnés sur ma page. Qu'est-ce que Michel Goya, militaire en même temps historien, veut nous faire comprendre? Il veut nous dire tout simplement que l'offensive ukrainienne ne peut pas être une victoire continuelle. L'Ukraine ne peut pas faire des victoires en des centaines de kilomètres. L'Ukraine, quelque part, sera fatiguée. L'Ukraine, quelque part, aura besoin de renouvellement d'équipements, mais renouvellement aussi d'hommes. L'Ukraine, quelque part, aura besoin de ravitaillement, il faut le dire. Il dit, mais dans tout ça là, la Russie aussi est capable d'arrêter l'Ukraine et de faire échouer l'offensive. Ça, surtout, ça m'a beaucoup intéressé. Par rapport à ce que les propagandistes disent, l'Ukraine va faire ceci, la Russie ne pourra pas, l'Ukraine va faire ceci, la Russie ne pourra pas. Le militaire, il parle. Il dit quoi? Ne vous fiez pas à tout ce qui a été donné aux Ukrainiens pour mener cette contre-offensive. C'est peu pour faire une victoire majeure. Et moi, j'ai été réaliste ici devant vous, vous le savez. Je vous ai dit qu'avec 150 chars, même avec 200 chars, c'est impossible que l'Ukraine fasse une victoire sur le terrain. Et le militaire historien, je l'avais même, ça fait tout dernièrement, le militaire historien, il vous dit clairement que ce qui a été donné à l'Ukraine, il dit c'est peu pour faire une victoire importante. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit une phrase très intéressante. Il dit, même si l'Ukraine venait à faire une victoire majeure dans son offensive, il dit, cela va provoquer une débandade totale de l'armée russe à travers toute l'Ukraine. Et ça deviendra alors plus compliqué. Parce que l'Ukraine ne saura pas comment il faut arrêter cette débandade-là. L'armée russe alors en ce moment sera désorganisée. Vous comprenez? Ça deviendra un autre problème. Mais il touche aussi un point très important. Qu'est-ce qu'il dit par là? Qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit clairement que en cas où l'Ukraine arrive, ou au cas où la Russie venait à faire échouer cette contre-offensive,
qu'est-ce qui va se passer? Quand il parle de ravitaillement, quand il parle de renouvellement, est-ce que les États-Unis, parce que ça, il parle militairement, tactiquement, hein, mais quand il dit en cas d'échec de l'Ukraine sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? L'Ukraine aura besoin de ravitaillement, d'équipement en hommes aussi, n'est-ce pas? Est-ce que les États-Unis et les Européens continueront à fournir et à renouveler? Ça, c'est un point très important. Est-ce qu'ils seront prêts à suivre la cadence? Et d'ailleurs, le militaire historien vous dit que cette victoire pour lui est peu probable. Ça veut dire que la probabilité est très très faible. Parce que c'est quelqu'un qui est conscient de la puissance de la Russie. Et il dit quelque chose de très important. Il dit, la Russie est devenue maintenant plus solide qu'elle ne l'était au début de la guerre. Si la Russie avait pris à la légère cette guerre au début, maintenant elle a compris que c'est plus c'est-à-dire, c'est plus une affaire de légèreté, n'est-ce pas? Parce que elle a compris dorénavant que oui, les États-Unis se sont érigés en mur. Les OTANiens aussi ont donné les moyens et donc la Russie a compris dorénavant que ceux qui sont derrière, ce sont des États-Unis, ce sont des Américains et des Européens de l'Europe occidentale. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redoubler d'efforts. Il faut redoubler d'efforts. Maintenant, la dernière phrase, quand il dit l'arme nucléaire, moi je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et les villes qu'il a citées, par exemple, dans le Grand Donbass et la Crimée, la probabilité même que les Ukrainiens fassent une percée à Bakhmout, cette probabilité, elle est faible. Moi, je crois d'ailleurs que, il faut que je vous dise ça, je crois d'ailleurs que l'offensive ukrainienne va s'arrêter à Bakhmout. Parce que d'abord, pour franchir, c'est-à-dire, Bakhmout est devenu une porte d'entrée, une porte de sortie, pour aller dans le Grand Donbass. Alors, pour aller dans ce Grand Donbass-là, il faut d'abord chasser l'armée russe et le groupe Wagner dans la ville de Bakhmout. Alors, s'ils veulent aller par le nord ou par le sud, s'ils veulent faire des attaques coordonnées, s'ils veulent disperser ces 30 000 hommes, le monsieur dit, le militaire historien Michel Goya dit que la Russie a la possibilité de recruter 300 000 et voire 600 000 et voire même 1 million. Il dit, qu'est-ce qui va empêcher la Russie de faire ces mobilisations? Rien. Parce qu'il est conscient. C'est quelqu'un certainement qui est conscient de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, sincèrement, j'ai trouvé son interview très très stratégique et très pragmatique. Voilà un peu l'essentiel. C'est pour vous dire que la probabilité que l'Ukraine fasse une victoire majeure ou que la probabilité pour que l'Ukraine récupère tout ce qui a été, n'est-ce pas, tout ce qui est passé aujourd'hui sous domination russe, cette probabilité est faible. Et pendant combien de temps? Et il dit que l'Ukraine aura besoin de faire plusieurs offensives. Pour faire une victoire majeure, il faut faire plusieurs offensives. Même si tu viens d'un seul coup, tu fais une percée, il faut comprendre aussi que la Russie peut répliquer de plusieurs manières. Ah, la Russie peut frapper par plusieurs manières. La Russie a la capacité même de frapper l'arrière-garde ukrainien à travers les navires de guerre dans la mer Noire, mais aussi à partir même du territoire russe. Et ça, il faut le dire. Parce que si la Russie venait à constater, par exemple, que l'Ukraine est en train de faire des victoires majeures, mais écoutez, les engins qui permettent à l'Ukraine de faire des victoires majeures, la Russie, bien sûr, a des satellites. La Russie voit tout ce qui se passe sur le terrain. La Russie ne manquera pas de faire recours à des missiles tactiques, comme il a fait tout récemment en bombardant des villes. Qu'est-ce qui va empêcher la Russie de cibler réellement, n'est-ce pas, toutes ces cibles-là qui permettent à l'Ukraine de faire des percées? Personne. Et rien ne va l'empêcher. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette interview de ce militaire historien Michel Goya. La source d'information c'est France 24. Hein. Donc voilà un peu. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Pharma. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeunes Visionnaires. Partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles. Je viendrai pour une prochaine émission. Chers monsieur, chères dames, je veux vous donner des informations en temps réel et des choses pertinentes aussi.
des choses impartiales, c'est très important. Parce qu'il ne faudrait pas chaque fois qu'on essaye de produire nos émissions à partir des vidéos ou des émissions des journalistes propagandistes. Et nous cherchons aussi des personnes vraiment impartiales, des personnes qui parlent de l'équilibre, des personnes qui mettent toutes les tendances, n'est-ce pas, toutes les tendances sur la balance, toutes les probabilités sur la balance pour essayer de parler d'une façon correcte et d'une façon cohérente, logique, pragmatique.